Au milieu de la Turquie moderne, se trouve une région qui a été assiégée pendant des siècles. Ce paysage lunaire s'appelle la Cappadoce. C'est splendide. Sous ces villages, ces routes et ces campagnes, se cache l'un des plus grands champs de bataille du monde. Ce sont les Hittites qui, les premiers, il y a 3000 ans, ont creusé d'immenses cités souterraines. Elles ont subi des guerres sanglantes qui ont bien failli les anéantir. Des tunnels remplis de pièges. C'est pour les lances qui transperçaient l'ennemi. Ça devait être saignant. Aux racines secrètes de la chrétienté. C'est le premier monastère du monde. Il est immense. Il y a environ 200 églises dans cette zone. Et aux vestiges d'une civilisation païenne qui a mystérieusement disparu. La Cappadoce cache ses secrets à l'abri de ses rochers. Surmontez voir. Et dans ses moindres recoins. On dirait une ruche. Un réseau de tunnels qui rayonnent dans toutes les directions. Des vestiges qui témoignent de l'évolution de l'armement sont enfouis ici depuis plus de 3000 ans. Nous explorons les strates du temps et les secrets enfouis d'un très vieux monde païen. Durant des milliers d'années, cette région a vu s'affronter des empires rivaux. Mais cachés sous ces jolis villages et ces reliefs tourmentés, se trouvent d'immenses cités souterraines et les vestiges d'un empire païen qui date de 4000 ans. Je suis Don Wildman. Je suis en Cappadoce, en Turquie, dans la région des villes disparues. Ce paysage lunaire a été créé il y a des millions d'années par l'éruption de 3 énormes volcans. C'est un paysage unique au monde. Pendant des milliers d'années, les habitants de ce pays ont creusé cette roche volcanique et tendre pour façonner une vaste mégapole souterraine. Ces châteaux fortifiés, ces églises, ces villes souterraines bâties pour protéger les autochtones contre leurs ennemis couvrent une superficie de plus de 250 km². Durant des générations, les villageois ont gardé les secrets du monde enfoui de Cappadoce. Mais quand le monde moderne explore le monde ancien, les mystères les mieux gardés se dévoilent. La Cappadoce se trouve à 300 km au sud d'Ankara. La capitale moderne de la Turquie est située au centre du désert d'Anatolie centrale. Une immense péninsule de près de 800 000 km² qui constitue l'essentiel du pays. Cette région a toujours été le théâtre d'activités mystérieuses. Présence de champs magnétiques, pouvoir de guérison attestés par les autochtones, manifestations d'ovnis. Aujourd'hui, son paysage unique attire les touristes. Mais son relief spectaculaire abrite des secrets bien gardés. Dans toute la région, des centaines de cités souterraines sont reliées à des forteresses creusées dans les montagnes pour former le plus grand réseau enfoui du monde. C'est là que des civilisations entières ont livré leur ultime combat et que des religions secrètes se sont développées. Je vais tenter de découvrir le mystère qui se dissimule sous ce pays appartenant à un autre monde. Première étape, Uçhisar, où se dresse un rocher en forme de colonne. On m'a appris que cet énorme rocher était l'une des plus anciennes et des plus importantes citadelles. Il est entièrement creusé de tunnels, de haut en bas. C'est incroyable. Comme celui-ci, là-bas. Des tunnels partout. Et cette vallée tout entière n'est qu'un immense gruyère souterrain. Bon, montons jeter un coup d'œil. Là, on voit bien toutes les parties qui ont été creusées. Le travail que ça a dû demander, c'est invraisemblable. Ah, et ça là. Oh, ça pue là-dedans. Il y a 3500 ans, c'était l'une des 3 principales citadelles pour les tribus païennes de cette région. Ces forteresses rocheuses étaient de précieux refuges en ces temps de guerre tribale, où l'on exterminait des villages entiers. C'est comme une ruche. Il y a un entrelac de tunnels qui rayonnent dans toutes les directions. Promontoire naturel dominant la vallée,
Utchisar était une position défensive idéale. Mais comment ces peuples de l'Antiquité ont-ils pu creuser des abris aussi gigantesques? Pour le comprendre, il faut faire un saut en arrière de plusieurs millions d'années, quand les 3 principaux volcans présents dans la région ont vomi leur lave sur les alentours pour créer ce relief lunaire unique au monde. La première éruption a déposé une couche d'une roche tendre, le tuf. Les éruptions suivantes, une roche beaucoup plus dure, le basalte. Ce matériau très dense a servi de couche protectrice et a ralenti l'érosion du tuf sous-jacent. Les pluies et le vent chargés de sable ont fini par éroder le tuf. Ils ont créé des plateaux gigantesques et ces cheminées qui s'étendent sur des kilomètres. Le tuf est une roche facile à tailler. Mais pourquoi s'est-on donné la peine de creuser une cité sous terre plutôt que d'en bâtir une au-dessus? La longue et sanglante histoire de la Cappadoce peut nous fournir une réponse. La Cappadoce a toujours été une région à la fois très convoitée et très périlleuse. Elle se trouve au carrefour de toutes les routes commerciales qui reliaient les grands empires du monde. La Chine, l'Inde et l'Égypte à l'est, la Grèce et Rome à l'ouest. Autrement dit, celui qui dominait la Cappadoce contrôlait ses voies commerciales et pouvait s'octroyer une large part des marchandises et des richesses qui y transitaient. Les Romains, les Perses et les Mongols, tous sont livrés de sanglantes batailles pour se l'approprier. Ajoutez à cela les guerres tribales et vous obtenez un pays où il n'a pas fait souvent bon vivre. Plus d'une fois, les populations païennes qui vivaient ici se sont trouvées tragiquement submergées par un ennemi plus nombreux et mieux armé. Si bien que pour se défendre, il leur a fallu inventer un autre monde, un monde souterrain. La roche tendre du tuf que les éruptions volcaniques avaient répandue sur la région quelques 10 millions d'années auparavant était facile à travailler. Et la couche dure de basalte qui formait la surface fournissait une bonne protection. Les habitants de Cappadoce se sont donc mis à creuser. Après avoir commencé par de simples abris, ils ont créé d'immenses cités souterraines et des forteresses, comme celle d'Utchisar. Certaines de ces agglomérations comptaient jusqu'à 20 000 habitants et ont perduré 2500 ans jusqu'au XIVe siècle. Les habitants comptaient sur leurs villes souterraines pour survivre. Mais quand l'Empire ottoman parvient enfin à stabiliser ce pays au XIVe siècle, les villages commencent à se multiplier en surface. Et certaines des cités qui avaient sauvé les ancêtres des Cappadociens sont fermées et tombent dans l'oubli. Au XXe siècle, dans les années 60, les habitants ont entrepris d'explorer les tunnels condamnés sous leurs maisons. Ils connaissaient par ouï-dire l'existence de leurs ancêtres troglodytes, mais personne ne pouvait imaginer l'ampleur des cités qui s'y trouvaient. Aujourd'hui, on a dénombré plus de 200 villes souterraines intactes en Cappadoce. Selon les experts, il y en a des centaines d'autres qui restent encore à découvrir. Je me trouve à Ürgüp, la principale ville de cette région. Ici vit une femme qui connaît tout ce qu'on peut savoir de la Cappadoce. C'est elle que je vais rencontrer. Elvan! Bonjour Dom. Vous êtes d'ici? Oui, je suis d'Ürgüp, une des principales villes de Cappadoce. Il y a un rocher troglodyte en pleine ville. Il y en a partout, ce n'est qu'un début. Elvan Özbey explore le monde souterrain de Cappadoce depuis près de 20 ans. Personne ne connaît ses secrets mieux qu'elle. Elle m'emmène sur un site qu'on ne trouve sur aucun dépliant touristique. Il s'agit d'une cité souterraine intacte datant du premier empire qui a dominé ce pays, le puissant empire des Hittites. On considère l'empire hittite comme l'une des civilisations les plus évoluées de l'Antiquité. Il a duré plus de 5 siècles, de 1700 à 1190 avant Jésus-Christ. On pense que ce sont les premiers à s'être enterrés ici. Mais que redoutaient-ils tant? On ne le sait pas exactement, mais certains de leurs témoignages écrits mentionnent des envahisseurs qu'ils appellent les gens de la mer. Apparemment, les Hittites païens ont prospéré dans cette région durant plus de 500 ans. Mais au cours du XIIe siècle, comme une autre grande et mystérieuse civilisation, celle des Mayas, ils ont disparu sans laisser de traces. Le sous-sol de la Cappadoce a été leur dernier refuge, et je vais découvrir l'une de leurs toutes premières cités souterraines. Elvan me conduit à Göktopra, un site que très peu d'étrangers ont la chance de visiter. Les villageois connaissent depuis toujours l'existence de cette cité, mais pour le reste du monde, elle reste encore à découvrir. Où va-t-on? On va monter là-haut. C'est l'entrée d'origine de la cité. Ah d'accord. Les grottes occupent toute la surface de ce massif rocheux? Absolument. Et selon les villageois, partout où l'on voit ce genre de formation rocheuse, on trouve des grottes et des tunnels. Ah, tant mieux. L'entrée est là? Oui, c'est l'accès d'origine, ce qui est très rare car la plupart se sont effondrés.
Attention aux toiles d'araignée. Oui, personne n'y vient jamais. C'est très spacieux ici. Regardez ça. Ah, des chauves-souris. Ah, là-haut. Incroyable. Malgré les chasseurs de trésors qui écument les parages à la recherche d'objets abandonnés par les Hittites, cet endroit est resté à peu près intact. Selon Elvan, sa structure grossière prouve qu'il s'agit d'une des plus anciennes cités souterraines. C'est la menace venue du dessus qui a forcé les habitants de Cappadoce à s'enfoncer de plus en plus dans le sol et à perfectionner leur cité souterraine. Quand les mystérieux peuples de la mer approchaient, les villageois abandonnaient leurs habitations en surface et se réfugiaient sous terre. À quoi servent ces trous? Ce sont des puits. Il y en a deux sortes. Ceux-là sont des puits secs. On y stockait l'eau. On amenait de l'eau ici? Oui, et c'est là qu'on la conservait. Et on la versait là-dedans? Oui, et il y a un autre système appelé puits humide. Ils creusaient des canalisations qui amenaient l'eau dans la ville, jusque dans ces puits. Une sorte d'aqueduc primitif? C'est ça. Ils avaient l'eau, des puits d'aération et des vivres pour plusieurs mois. Mais ce n'était pas suffisant. Il leur fallait se protéger. Tout au long de ces tunnels étroits qui serpentent de salle en salle dans cette cité souterraine, on trouve des vestiges de systèmes défensifs, dont on se servait en cas de siège. Encore une autre défense. Une énorme pierre circulaire qu'on roulait pour protéger une salle importante de ce côté. On roulait ces meules qui pèsent jusqu'à 1 tonne devant les entrées pour barrer l'accès à certains quartiers de la cité. C'était simple et très efficace. Étant donné qu'elles étaient rondes, il suffisait de quelques hommes placés à l'intérieur pour la faire rouler en place. Mais de l'extérieur, une armée entière était incapable de la bouger. Voilà qui prouve à quel point la vie était compliquée dans ces cités souterraines. Et qui sait combien de gens ont trouvé la mort ici, lors de combats dans ces tunnels? Voilà une meule qui est en place. On l'a roulée pour bloquer le passage. Et cela depuis 3000 ans. Parce que personne, et sûrement pas moi, ne peut la bouger. On peut voir par ce trou que le tunnel continue. Mais impossible d'y accéder. J'ai déjà trouvé la preuve qu'ici se sont déroulés de féroces combats. Et j'ai pu constater à quel point les Hittites étaient techniquement évolués. Mais ce que je viens de voir n'est qu'un début. Il y a 4000 ans, le puissant empire hittite païen et très évolué s'installe en Cappadoce jusqu'aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Les Hittites creusent le sol volcanique pour y aménager des forteresses militaires. Ils vivent comme des fourmis dans ces villes souterraines pour se défendre contre les envahisseurs. Ils disparaissent mystérieusement au XIIe siècle avant Jésus-Christ et laissent derrière eux de gigantesques cavités creusées à la main. Au 1er siècle de notre ère, ces abris serviront de refuge pour une nouvelle catégorie de persécutés, les premiers chrétiens. C'est à Oskonak, petit village du nord-est de la Cappadoce, qu'une nouvelle religion prendra peu à peu racine et se développera. Je retrouve Elvan qui connaît les souterrains de la Cappadoce comme sa poche. Étant donné qu'Oskonak est la 3e cité souterraine par ordre d'importance, les autorités en ont sécurisé l'accès pour éviter que des chasseurs de trésors ne viennent piller le site. Voilà l'entrée. Parfait, allons-y. J'ai eu droit à un accès privilégié. Et une fois à l'intérieur, j'ai immédiatement compris ce qu'on voulait protéger. Tout ce qu'on voit là, c'est de la pierre taillée. Oui, et nous sommes au premier niveau de cette cité souterraine qui servait d'étable. C'est ici qu'ils amenaient leur bétail. Ils attachaient leurs bêtes ici. Avec des cordes? Absolument. Ça est creusé dans la roche? Oui. Et ces niches, elles servaient à quoi? À entreposer le fourrage. Ah, bien sûr. C'était leur mangeoire. Tout est fonctionnel. Une botte de foin? C'est là qu'ils mangeaient.
Regardez ça. Il y a un niveau au-dessus? Il y a un niveau supérieur, un niveau inférieur. Un niveau inférieur? Et tout est ventilé. Un labyrinthe interminable. Nous étions au premier niveau de cette cité, celle qu'occupaient les animaux. Les hommes, eux, s'abritaient au second niveau à 6 mètres sous terre. Plus de 3000 personnes pouvaient y vivre pendant des mois d'affilée. C'était la version antique d'un abri anti-aérien. Pour avoir pris la peine de creuser si profond une surface aussi gigantesque, ils ont dû se trouver devant un danger terrible. Quand les Arabes les attaquaient, ils lançaient des buissons enflammés dans les puits. Les puits d'aération? Oui, les gens qui se trouvaient au premier niveau mouraient asphyxiés par la fumée. Ils se sont enfoncés pour mieux se protéger. Plus la menace augmente, plus on descend sous terre. C'est exactement ce qui s'est produit. Tout commence au 1er siècle de notre ère quand les chrétiens utilisent les souterrains pour échapper aux persécutions des armées romaines. L'an 303 marquera la dernière et la plus violente de ces persécutions. Des milliers de chrétiens sont pourchassés et massacrés aux 4 coins de l'Empire. Mais cela ne s'arrête pas là. Les armées arabes succéderont aux armées romaines. Mais quand elles arrivent dans la région, elles ne trouvent que des villages fantômes. 3 souterrains secrets et des passages aménagés sous les maisons permettent aux chrétiens de se mettre à l'abri. Quand les envahisseurs comprennent que les villageois sont terrés sous leurs pieds, la vraie bataille commence. Mais ce que les Arabes ignorent, c'est que les chrétiens s'y sont préparés. Dans ces cités souterraines, les tunnels sont très étroits et très pentus. C'est avant tout pour faciliter la circulation de l'air. Plus il y a de pentes, plus vite l'air circule et plus efficacement. En fait, la pente comprime l'air. Elle le comprime et le distribue dans l'ensemble de la cité. Et puis, c'est un moyen de se défendre contre l'ennemi. On ne peut pas avancer à 2 de front dans ces tunnels. C'est un moyen de défense. On ne peut avancer qu'un par un et plier en 2. Si on a des armes, il faut les déposer. Et on est forcé de marcher comme ça. Pour l'assaillant, c'est dissuasif. Totalement dissuasif. Intéressant, hein? C'est la raison. C'est passionnant. L'exiguïté de ces tunnels ralentissait l'ennemi contraint de ramper. Quant à celui qui se risquait malgré tout, d'autres surprises l'attendaient. Qu'est-ce que c'est? Des trous à lance. À lance? Au cas où l'ennemi arrivait jusque-là. Ah, j'en reviens pas. On voit jusqu'à la surface. Oui, de là-haut, il transperçait l'ennemi. S'il avait réussi à parvenir jusqu'ici, il n'allait pas plus loin. Non, il était mort. Ça ne devait pas être joli à voir. Mais les pièges ne s'arrêtent pas là. Si on échappait au coup de lance, on n'allait pas plus loin, parce qu'on trouvait la porte close. Cette porte jouait son rôle. Cette énorme meule servait à piéger l'ennemi. Elle est semblable à celle que j'ai vue à Gokhtopra. Et si les chrétiens pouvaient bénir les Hittites d'avoir creusé ces forteresses des siècles auparavant, ils avaient eu le mérite de les transformer en véritables champs de bataille entièrement piégés. Une des nouvelles tactiques qu'ils avaient mises au point consistait à laisser pénétrer l'ennemi dans une grande salle et à bloquer avec des meules les 2 seuls accès possibles. Prisonniers des lieux, les assaillants finissaient par mourir. Comme si cela ne suffisait pas, juste derrière la porte se trouvait un autre obstacle fatal. Au-dessus, c'est un célèbre dispositif byzantin. On verse de l'huile bouillante sur l'ennemi. Si on arrive jusque dans cette salle, on reçoit une douche d'huile bouillante. Si les chrétiens s'étaient réfugiés si bas sous terre, il faut croire que leur situation était désespérée. Là, nous débouchons dans la dernière salle de cet ensemble. Elle servait en quelque sorte de quartier général aux défenseurs. C'était là qu'on dirigeait la bataille qui opposait 3000 villageois à des ennemis puissamment armés. Mais par quels moyens? À quoi servaient ces trous? Ils amplifient ma voix. C'est la seule cité souterraine équipée d'un système de télécommunication. Ici, l'écho est bien plus fort que dans les autres salles. Il se répercute et en passant par ce trou, ici, il se transmet aux autres niveaux. Comme un auditorium, cette pièce a été acoustiquement conçue pour réverbérer les sons et pour les diriger dans une zone précise.
Quelqu'un qui se trouvait au niveau supérieur pouvait entendre les instructions données d'en bas, même quand on les chuchotait. On pouvait transmettre les ordres et les positions de l'ennemi dans l'ensemble de la cité. C'était la dernière ligne de défense face à un ennemi déterminé. Même quand ils avaient repoussé une attaque, les villageois restaient terrés. Pour sortir, ils attendaient que les parages soient libres. Parfois, ils restaient sous terre plusieurs mois, il fallait donc s'y préparer. Entreposer des vivres est indispensable dans une cité souterraine. Même s'ils ne s'en servaient pas, même quand ils étaient en haut dans leur maison, ils faisaient des provisions. C'était une question de survie. Oui, il fait très frais ici. Oui, la température est idéale. La température ici est toujours constante, entre 15 et 16 degrés Celsius, parfaite pour conserver des aliments des siècles avant l'apparition des réfrigérateurs. Mais les chrétiens ont fait bien plus que de stocker des vivres. Ils savaient que toute forme de contamination pouvait transformer leur citadelle en cimetière. C'est de la chaux. Dans la plupart des cités souterraines, les gens passaient les murs à la chaux. C'était le cas dans les resserres, les cuisines et les endroits où l'hygiène est indispensable. Ils peignaient les murs à la chaux. C'est l'une des villes souterraines qui possède des murs chaulés. Le tuf, cette roche d'origine volcanique qui a façonné le paysage de Cappadoce, se désagrège facilement. Ces particules remplissent l'atmosphère et recouvrent tout d'une épaisse poussière. Si bien qu'en passant à la chaux toutes les zones où les vivres étaient entreposés sous terre, les celliers, les cuisines, mais également les hôpitaux, on prenait une mesure d'hygiène pour limiter les risques de contamination. La dimension d'Osconac prouve à quel point on redoutait les attaques. Sa réalisation n'a pas été facile. On estime qu'en un jour, muni d'un burin, un homme ne pouvait pas creuser plus de 2 mètres carrés. Si bien qu'une ville entière comportant 2,5 niveaux sur une longueur de près de 2 km a demandé des années et des années de labeur intensif. Mais pour ceux qui s'y réfugiaient, c'était du temps bien employé. Au IVe siècle, l'empereur Constantin fait de la religion chrétienne la religion officielle de l'Empire romain. Les chrétiens qui se sont cachés dans des villes souterraines peuvent enfin sortir de leurs repères souterrains. Pourtant, si les chrétiens bénéficient de cette liberté de culte, ils préfèrent rester cachés. Ils agrandissent encore la taille de leur cité et créent une sorte de place forte de la chrétienté à l'abri des regards indiscrets. Ici, précisément, à Gorémé. Je vais pouvoir explorer l'évolution de la chrétienté cachée dans les fins fonds de la Cappadoce. C'est magnifique, inimaginable. Comment supposer que cette ville dissimule des centaines d'églises, aussi bien des lieux de culte sommaires que de somptueuses basiliques, qui n'ont rien à envier aux cathédrales de Rome. Mais le plus surprenant de tout, c'est que ce site a été l'un des premiers foyers de propagation de la doctrine chrétienne. C'est le premier monastère du monde. Il est gigantesque. Il y a environ 200 églises dans ce secteur. On a utilisé ces cavités pour y créer le premier monastère de la religion officielle du plus grand empire du monde. Les moines y mangeaient et y priaient. C'était un mode de vie à la fois reclus et communautaire, inconnu jusqu'alors. C'est Saint Basile qui, au IVe siècle, a l'idée de fonder un premier ordre monastique. Le christianisme est alors à son apogée et son matérialisme lui fait peur. Saint Basile a vécu avec des ascètes et des ermites en Égypte. S'inspirant de leur exemple, c'est ici, en Cappadoce, qu'il crée le premier monastère du monde. Les moines vivront là jusqu'au XIVe siècle, celui de la conquête ottomane. Ce monde souterrain et isolé servira de modèle à la vie monacale, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais Saint Basile ne s'arrête pas là. Il excommunie également tous ceux qui se livrent au trafic de prostituées, extrêmement répandu sur les grandes routes du négoce qui passent par la Cappadoce, et fait disparaître les vieux restes de paganisme qui subsistaient dans cette région. Mais parmi les centaines d'églises et d'habitats qui composent ce monastère, une structure souterraine se distingue de toutes les autres. On estime qu'il s'agit d'un des habitats les plus anciens de Gorémé et qu'il date de plus de 1000 ans. Aujourd'hui, il abrite des sépultures chrétiennes. Les gens d'ici l'ont surnommé l'église du serpent, par allusion au dragon terrassé par Saint Georges. Voilà un très bon spécimen d'église primitive. Il y a des tombes partout. Faites attention à ne pas tomber dedans. Entendu.
Ce sont des tombes? Oui, des sépultures. Oh, grand Dieu. Et voilà les ossements qu'on a trouvés dans les tombes. Ah, je vois. Et ces tombes plus petites? Ce sont des tombes d'enfants. Impressionnant. Ce qui prouve que c'est toute une communauté chrétienne qui vivait là il y a 10 siècles. Des hommes, des femmes et des enfants. Mais comment se fait-il que cette structure ait résisté? Les chrétiens du XIe siècle le savaient aussi bien que nous. On ne peut pas creuser n'importe comment dans la falaise. Dans toute cette zone, dès que l'on dépasse 5 mètres de profondeur, il faut étayer avec un mur ou une colonne de soutènement. Et ce monastère ne fait pas exception à la règle. C'est cette architecture médiévale qui a permis à ce premier monastère de résister pendant 10 siècles. Quand les Turcs ont conquis la Cappadoce et découvert ces cités souterraines, ils ont été impressionnés par les techniques architecturales employées, celles qui avaient assuré la longévité de ces édifices. Mais ce qui impressionne encore plus le visiteur, ce sont ces fresques murales, qui ont été protégées des intempéries et qui nous racontent l'histoire des premiers chrétiens troglodytes. Ici sont représentés sur les murs les plus célèbres épisodes de l'histoire de la Cappadoce. Ils sont tous inspirés de la Bible, mais ce sont des histoires régionales. Là, on a tenté de faire une fresque, mais on ne voit pas le visage. Ce sont des peintures primitives. Mais les tombes et ces fresques rudimentaires ne sont qu'un début. Non loin de l'église du Serpent, on trouve une autre église avec des peintures plus élaborées. Ah, en effet. C'est beau, non? C'est splendide. Cette église est à peu près contemporaine de l'église du Serpent. Mais les fresques ont été exécutées plus tard. Elles montrent à quel point les artistes chrétiens s'étaient perfectionnés. Ce sont des artistes autochtones qui ont décoré ces églises. Quel talent! C'est très raffiné, mais il n'y a pas beaucoup de variété de couleurs. Des rouges et des bleus pour l'essentiel, des pigments naturels. Ces églises servaient à enseigner la doctrine chrétienne aux analphabètes. Ce qui signifie que ce lieu, vieux d'un millénaire, était beaucoup plus qu'une église. Il avait aussi une fonction pédagogique. Au Moyen-Âge, rares étaient les gens qui savaient lire. Ces fresques servaient donc à illustrer les épisodes de la Bible. Si cette église était un message adressé aux autochtones, la suivante était un hommage à Dieu. C'est la plus vaste et la plus richement ornée de toutes les églises de Gorémé. Elle date du XIIIe siècle. Et si elle est si bien conservée, c'est grâce à la pierre de tuf dans laquelle on l'a taillée. C'est extraordinaire. Stupéfiant. Vous voyez à quel point tout est plus raffiné, les détails et les couleurs. Et c'est très haut de plafond. C'est magnifique. C'est spectaculaire. C'est la partie la plus ancienne de l'église qui date des 11e et 12e siècles. Des fresques à thème biblique. Voici la vie de Jésus, de sa naissance à sa crucifixion. C'est plein de détails. Quel travail ça a dû demander. Les fresques au plafond et sur les murs de ce caveau valent largement celles des églises de l'Empire byzantin. Les artistes les plus réputés venaient de Constantinople jusqu'ici pour réaliser ces fresques spectaculaires, ce qui prouve bien l'importance que prenait cette religion naissante. Mais ce qui surprend encore davantage, c'est la technique employée pour bâtir cette église. La profondeur et la hauteur de l'édifice lui donnent les dimensions d'une cathédrale. Il y a des doubles rangées de colonnes, des alvéoles. Les détails sont très soignés. Le plan de cette église ressemble à celui des églises byzantines. Elle possède une abside qui symbolise l'ouverture sur le royaume de Dieu, une nef centrale réservée à la prière, soutenue par 4 colonnes, et 2 nefs latérales plus petites. Cette disposition est semblable à celle des églises de Constantinople. À une différence près, celle-ci a été creusée entièrement à la main. Quand on traverse la vallée de Gorémé en autocar, on est loin de se douter que les cavités de ces falaises abritent le premier monastère du monde. Des écoles chrétiennes aux basiliques monumentales dissimulées dans des grottes jusqu'aux sanglants champs de bataille enfouis à plus de 5 mètres sous terre, c'est un inlassable travail de sape qui a duré des siècles à façonner un monde tout à fait unique, dont je n'ai exploré qu'une infime partie.
Les Hittites, les premiers chrétiens, les Romains, les Mongols ont successivement dominé la Cappadoce, apportant chacun leur touche propre à cet ensemble souterrain impressionnant. Aujourd'hui, chaque maison, chaque boutique ou chaque route dissimule un accès secret à ces mondes enfouis. Elvan m'emmène maintenant dans un village bâti au-dessus d'une cité enterrée, qui compte 5 niveaux et qui s'étend sur près de 6 km. Mais ces dimensions ne sont pas tout. Cette architecture vieille de 19 siècles, située à 7 mètres de profondeur, a sans doute inspiré les plus grandes prouesses d'ingénierie au monde. Mehmet Osman Bazoglu, le maire d'Agirnas, un petit village non loin de la ville de Kayseri, l'ancienne Césarée, a accepté de me guider dans le dédale de ce monde souterrain. Allons-y. L'accès le plus pratique passe par la cave d'une maison. Coïncidence, c'est la maison natale de l'architecte en chef de l'Empire ottoman. Un architecte nommé Mimar Sinan. Après vous. Merci. Donc, on est dans la maison de Sinan. C'est là qu'il a vécu? On dit que c'est là qu'il a ouvert les yeux et qu'il a vu ces arches. Ces arches? Oui. Elles étaient là? Elles ont joué un rôle très important car ce sont elles qui l'ont influencé par la suite. Mimar Sinan est né en 1489, ici même, dans cette maison. Plus tard, il devait bâtir certains des plus grandioses édifices de l'Empire ottoman. Le plus célèbre d'entre eux étant la mosquée Souleymanie, édifiée pour le sultan Suleiman. Haute de 55 mètres, c'est la plus grande mosquée d'Istanbul. Elle possède la plus vaste des coupoles autoporteuses du monde. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette prouesse architecturale n'aurait jamais pu être réalisée sans la géniale invention que Sinan a eue sous les yeux dans sa maison natale, le système de l'arche triple. Ce système s'inspire du même principe que celui de l'arche romaine. La charge qu'elle supporte se trouve également répartie sur les côtés. Si bien que lorsque 3 arches partagent un même axe central, leur capacité de charge se trouve elle aussi multipliée par 3. C'est un moyen simple mais très ingénieux de tirer le meilleur parti d'une seule et unique colonne. Mais pourquoi a-t-on utilisé ce système ici? On suppose que cette cité souterraine est l'une des plus anciennes de la région. Elle a d'abord été habitée par les Romains au IIe siècle. Ensuite, chaque génération l'a agrandie, à la fois au-dessous et au-dessus. Craignant que la cité supérieure ne s'effondre sur la souterraine, on l'a renforcée avec des triples arches partout. Le procédé a été efficace. 19 siècles plus tard, ces murs du IIe siècle supportent encore les milliers de tonnes que la ville moderne en pleine expansion fait peser sur eux. Par ici. Mais un autre élément fait de cette ville souterraine une ville exceptionnelle. Regardez-moi tous ces espaces incroyables, il y en a partout. Aujourd'hui, les propriétaires ont fermé l'accès à leur sous-sol pour les utiliser comme entrepôts. Mais il y a 500 ans, à l'époque de Mimar Sinan, cet espace de 5 km de long était une immense succession d'ateliers. Je n'en reviens pas. Regardez la dimension de ce sous-sol. À quoi servait cette salle? On fabriquait des outils en fer ici. On fondait le fer dans cette cavité. Ces moules en terre cuite ont jadis servi à fabriquer des outils en fer. Mais ce qu'on fabriquait dans la salle voisine était d'une importance vitale. À quoi servait cette pièce? C'était un atelier. Mais figurez-vous qu'on y trouve également un pigeonnier. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on y fabriquait de la poudre avec de la fiente de pigeon. Beaucoup de civilisations anciennes considéraient la fiente de pigeon comme une substance précieuse. Depuis des siècles, les habitants de Cappadoce savent qu'elle est riche en nitrate et ils l'utilisent comme engrais. Mais après l'invention des armes à feu, ils comprennent que cette substance particulièrement explosive est idéale pour fabriquer de la poudre artisanale. Voilà comment, 500 ans plus tard, je me trouve dans une poudrière souterraine. Si bien que Mimar Sinan vivait au-dessus d'un véritable atelier. De toutes sortes d'ateliers. Et vivre ici sans devenir architecte, ce n'est pas concevable. On ne peut pas rêver mieux comme laboratoire pour un futur grand architecte. Ce laboratoire idéal pour Mimar Sinan est pour nous aujourd'hui un lieu préservé qui n'a pas de prix.
Peu de gens savent que les premiers modèles d'ateliers, de fabriques et d'arches qui ont inspiré plus tard le monde entier gisent 6 mètres sous terre ici, dans ce village de Cappadoce. Au cours de ces 50 dernières années, on a découvert environ 200 cités souterraines dans toute la Cappadoce et on continue à en trouver. Tout récemment, les archéologues ont exhumé une autre cité oubliée. Ce n'est pas une trouvaille banale, car il s'agit probablement de la plus vaste et de la plus évoluée de toutes les cités enfouies de Turquie. Les fouilles se poursuivent encore aujourd'hui, et elles vont peut-être bouleverser notre histoire. Cette dernière découverte est tout à fait extraordinaire. Elle a eu lieu sous la ville de Gazimir, dans la partie ouest de la Cappadoce. Les autochtones ont toujours été persuadés qu'ils vivaient au-dessus d'un autre monde, sans pouvoir le prouver. Le gouvernement leur a donc accordé 3 semaines pour creuser et voir ce qu'ils trouveraient. Un groupe de villageois s'est mis à l'œuvre et n'a pas tardé à mettre au jour des vestiges datant de 7 siècles, une époque où la route de la soie était particulièrement périlleuse. On fouille dans tous les coins. Oui, absolument. Il y a des trous partout. C'est l'archéologue Guzin Karakoy qui dirige ces opérations sans précédent. C'est la cité souterraine qu'ils ont découverte. La route de la soie était jadis l'un des axes commerciaux les plus importants. Il permettait aux gens de circuler d'un pays à l'autre et de transporter toutes sortes de marchandises. Comme cette route parcourait plus de 10 000 km, il fallait prévoir des étapes. Et pour ce qui est des gîtes, les Turcs avaient vu grand. Ici, sous la ville de Gazimir, se trouve un caravansérail. Autrement dit, une sorte de gigantesque auberge fortifiée. Les spécialistes estiment qu'elle date de 800 ans. Ce caravansérail est tombé en désuétude au XIVe siècle. La boue et les gravats l'ont peu à peu enseveli. Mais voici quelques mois, on a tout déblayé pour mettre au jour un joyau du passé de la Cappadoce. Tout cet espace était sous terre. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à pouvoir pénétrer dans cette cité enfouie. On y va. C'est un véritable monde souterrain. C'est superbe. Je ne m'attendais pas à de telles dimensions. C'est gigantesque. Mais il y a 800 ans, cet édifice devait être impressionnant. Les voyageurs venus du monde entier entraient par une porte monumentale et bien gardée. La sécurité des lieux était un souci permanent. Une fois à l'intérieur, ils trouvaient des écuries pour leurs animaux, des entrepôts pour leurs marchandises, des dortoirs, des bains, des celliers, une grande pièce qui faisait office de salle à manger et des pièces réservées aux transactions. En fait, il s'agissait d'une véritable ville. Un caravansérail comme celui-ci occupait une surface de 5000 mètres carrés. Sans ces caravansérails, les voyages sur de très longues distances auraient été impossibles. Les fontaines, les bains et les vins qui délassaient les hôtes après une longue journée de voyage justifiaient le prix élevé que les clients devaient acquitter. Qu'est-ce que c'est? C'est un bouchon. C'est ce qui servait à conserver le vin? Oui, c'est ça. C'est superbe. Mais le luxe que le caravansérail offrait aux voyageurs n'était qu'une brève parenthèse hors du monde extérieur. En fait, au XIIIe siècle, toute cette région était très peu sûre. Cet établissement de grand luxe se trouvait au beau milieu d'un champ de bataille permanent. La plupart des paysans se réfugiaient dans les cités souterraines que nous avons vues. Ceux qui suivaient la route de la soie avaient aussi besoin de sécurité. En 1204, la 4e croisade laisse l'ancien empire romain d'Orient affaibli et vulnérable. Des tribus musulmanes envahissent la région et se livrent des guerres sans fin.
Il y avait aussi les Mongols et leurs invasions dévastatrices. Sans parler des bandits toujours à l'affût d'une proie facile ou des véritables trésors transportés à dos de chameau. Regardez ça, rien à voir avec les tunnels précédents. Non, ceux-ci sont immenses. Il laisse amplement de quoi se croiser. Ces tunnels faisaient office de couloirs de circulation. Hauts de 3 mètres, ils étaient très larges. Mais c'était nécessaire. Les chameaux de la route de la soie font plus de 2 mètres de haut et pèsent jusqu'à 700 kilos. Là, ça se divise en deux. Les chameaux passaient par là, du côté qui est en pente. Oui, ce passage est plus large. Des voyageurs venus du monde entier, pour la plupart de riches négociants, qui transportaient leurs marchandises à dos de chameau, se reposaient ici. Dans cette cour, ils déchargeaient leurs denrées, de la soie, des épices, et nourrissaient leurs animaux. Ces bêtes étaient précieuses, et on en prenait grand soin dans le caravansérail. Vétérinaires, selliers, maréchaux ferrants et garçons d'écurie se trouvaient à pied d'œuvre. Tout ce vaste espace était rempli de chameaux. Oui, j'imagine. Ouais, on dirait un os. Un maxillaire. Un maxillaire inférieur de chameau. Et voilà, le maxillaire supérieur. Ah, bigre. Vous croyez qu'il date du XIIIe siècle? Oui, c'est probable. Laissons-les là. Effectivement, c'est le seul site archéologique de Cappadoce où l'on a retrouvé des ossements de chameaux. En 3 mois de fouilles, les archéologues ont déjà exhumé d'inestimables vestiges du passé. Mais ils n'ont exploré qu'une partie de ce caravansérail enfoui sous le village de Gaziemyr. S'ils continuent, qui sait ce qu'ils vont découvrir? Pour l'instant, seule la boue sépare le passé du présent. Semblables à des sentinelles du passé, ces cités souterraines veillent sur l'histoire sombre et mystérieuse de la Cappadoce. Une histoire qui va des soubresauts de l'ère néolithique aux périodes barbares des siècles passés. Aujourd'hui, comme leurs ancêtres, les autochtones retournent dans ces vieux souterrains. Ils les transforment en boutiques, en hôtels ou en résidences de luxe. Mais lors de leurs prochains travaux de rénovation, qui sait quels secrets ils découvriront sous la terre de Cappadoce.